Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes handicapées, une journée qui vise à sensibiliser le public pour une meilleure insertion des handicapés. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées, nous en parlerons dans cette édition. Le certificat médical ne sera plus exigé pour la poursuite des auteurs de violences contre les femmes en Côte d'Ivoire. L'obstacle a été levé, c'est une décision des ministres Anne-Désiré Oloto et Coulibaly Nyenema. Hors de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les résultats des législatives ont été livrés. Le MPP, le parti de Roch Marc Christian Kaboré, a remporté 55 sièges sur 127. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons tout de suite par la journée mondiale des personnes handicapées célébrée aujourd'hui, 3 décembre. Aider les personnes en situation de handicap à s'insérer dans la société, c'est tout le sens de cette journée. Et en Côte d'Ivoire, des actions sont menées. Au CHU de Yopougon, il existe un centre d'appareillage. Le centre Vivre Debout a mis à la disposition de 500 000 handicapés des prothèses orthopédiques pour favoriser leur autonomie. Le reportage de Serge Coléa. CHU de Yopougon, c'est ici qu'est logé le centre Vivre Debout, un service de réadaptation des personnes handicapées physiques, victimes de paralysie ou tout simplement amputées d'un membre. Le docteur Aboudraman Coulibaly, lui-même personne handicapée, en est le premier responsable. Lorsqu'on est médecin, qu'on est personne handicapée et qu'on est en plus, on est ancré dans la spécialisation qui s'occupe, je crois qu'on est mieux outillé pour comprendre d'abord la psychologie du handicap, pour comprendre comment aborder les personnes. Ici, le handicap physique n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un individu. Au centre d'appareillage Vivre Debout, l'autonomie des personnes handicapées reste la base de leur insertion sociale. Les orthèses, c'est tout ce que vous voyez là qui, quand vous voyez, c'est des appareils qui viennent soutenir une partie du corps qui a des défaillances. À côté des orthèses, nous avons les prothèses. Les prothèses, c'est tout ce qui vient remplacer une partie du corps qui n'existe plus. Là, ça veut dire que la personne a subi une amputation, il faut lui fabriquer une jambe entièrement. Il arrive à se déplacer sans problème avec ses appareils et arrive à être vraiment autonome et vaquer à leurs occupations. Ces prothèses-là se présentent avec différents types de qualités. Ça, c'est un genou normal simple. Et là, nous avons un genou hydraulique qui répond à la pression et à la situation de la personne. Nous avons là des mains pour les amputations des mains. Plus de 500 000 patients reçus depuis la mise en place de ce centre en 2000. Cette population ne fait que s'accroître d'année en année vu les facteurs occasionnant le handicap. Je vais parler par exemple des accidents de la route qui sont devenus beaucoup plus fréquents, le diabète qui est un pourvoyeur de handicap avec les nombreuses amputations que cela occasionne. Nous avons l'hypertension aussi. 15 ans après sa création, le centre Vivre Debout a plus que jamais besoin d'équipements et de subventions pour faire face au nombre de plus en plus croissant de patients. On reste au CHU de Yopougon où les organisations pour la promotion des droits des personnes handicapées se sont retrouvées. Elles ont fait des plaidoyers. Ces organisations demandent de créer des conditions pour une meilleure socialisation des handicapés. On retrouve Serge Coléa. La question de l'inclusion, l'accès et l'autonomisation des personnes à toute aptitude. C'est le thème de la Journée internationale des personnes handicapées. Il s'agit de faire le point des nombreuses actions menées pour favoriser l'insertion et la participation des personnes handicapées à la vie en société. En Côte d'Ivoire, les acteurs et organisations se réjouissent des efforts consentis par les autorités. Nous avons au nombre des actions menées, l'une des plus importantes qui est le recrutement de 300 personnes handicapées à la fonction publique cette année, qui vont avoir un travail décent. En tout cas, en ce qui concerne notre pays, sur tous les chantiers, que ce soit sur la voie de l'éducation nationale, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'accessibilité au cadre de vie, aux loisirs, à la communication, et à toutes les communautés qui sont offertes aux autres citoyens. La Côte d'Ivoire, je dis, nous sommes dans la bonne direction, même si nous constatons qu'il y a encore beaucoup à faire. Cette action doit se poursuivre sur le terrain en faisant en sorte que toutes les collectivités décentralisées, dans les activités au sein des populations,
puisse tenir compte des personnes handicapées. Et c'est dans ces synergies d'action que nous pourrions vraiment apporter une réelle sensibilisation et une réelle insertion des personnes en situation de handicap. L'accessibilité aux infrastructures de développement, notamment en matière de santé ou d'éducation, constitue une autre préoccupation des organisations des personnes handicapées. Plusieurs associations de promotion des droits des personnes handicapées physiques ou psychiques et moteurs ont participé à cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Voilà, plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec une certaine forme de handicap. En Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, ils sont environ 400 000 handicapés. Comment vivent ces personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qui est fait pour leur insertion? Éléments de réponse avec nous, Sangaré et Herman Niamien. Est considéré personne handicapée tout individu ayant des affections physiques, de troubles mentaux ou de problèmes de santé à long terme. En Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, plus de 400 000 personnes sont en situation de handicap. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de concourir au bien-être de sa population, mène de nombreuses actions en faveur des personnes handicapées. Au nombre de ces actions, le recrutement dérogatoire de 300 handicapés à la fonction publique et la mise en place de mécanismes institutionnels pour appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est un devoir de solidarité que l'État de Côte d'Ivoire a manifesté à l'endroit de ces personnes en situation de handicap. Ça vient mettre fin, n'est-ce pas, à ce profond désavantage subi par ces personnes en situation de handicap dans notre pays. Ces dernières années, il y a eu des efforts très significatifs, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la relance du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique, l'augmentation de la subvention allouée aux organisations des personnes handicapées. Certes, des actions ont été menées pour leur épanouissement, mais des préoccupations demeurent. Il va falloir que désormais, plus rien ne se fasse sans les personnes handicapées. Associer véritablement les personnes handicapées dans toutes les politiques qui les concernent pour que ces politiques-là soient inclusives et faire en sorte que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, qui a été ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire depuis le 10 janvier 2014, soit enfin appliquée. La Journée mondiale des handicapés est célébrée ce jeudi 3 décembre. Thème retenu, vers une société inclusive, accroître l'autonomisation et le pouvoir d'agir des personnes de toute capacité. Voilà la journée célébrée depuis 1992. Cette journée des personnes handicapées vise à sensibiliser, à mobiliser le public autour des enjeux fondamentaux liés à l'insertion des personnes handicapées. Nous partons à présent à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Les députés se sont retirés dans cette ville pour 5 jours. Ils renforcent leurs capacités. La formation porte sur l'utilisation des documents produits par la Cour des comptes, l'analyse de l'annexe fiscale et la compréhension du budget axé. Sur les résultats, le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Les parlementaires ivoiriens membres de la Commission des affaires économiques et financières, KF, sont à l'école pour être plus efficaces dans la réalisation de leur mission. Ce renforcement de capacité qui va durer 5 jours sera axé sur 3 modules. L'utilisation des documents produits par la Cour des comptes, l'analyse de l'annexe fiscale et la compréhension du budget axé sur les résultats. Cette activité bénéficie de l'appui du don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI, qui est un instrument de promotion de la bonne gouvernance économique. La démocratie et la bonne gouvernance sont aujourd'hui des conditions essentielles à la création d'un environnement propice à l'évolution d'une société tournée vers le progrès économique et social. Dans cette optique, il importe de noter que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, organe législatif situé au cœur de cette démocratie, doit non seulement veiller au vote des lois qui traduisent les aspirations des populations, mais aussi à la bonne gestion de la chose publique à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le vice-président de la KF a, au cours de la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, salué l'action du DGDI qui est une opportunité pour les députés, a-t-il indiqué. De par sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale valide l'affectation des ressources du budget de l'État.
lors du vote de la loi des finances et contrôle a posteriori l'utilisation de ces ressources. C'est une fonction importante qui commande que les députés soient utilement informés sur un certain nombre de mécanismes tels que dictés par les lois et règlements en vigueur et aussi par les directives communautaires, notamment celles de l'UEMOA. Outre les députés de la CAEFA, ce sont des membres de l'administration parlementaire, des assistants des groupes parlementaires RDR, PDCI, UDPCI, Dialogue et Espérance, ainsi que des membres de la Chambre des comptes, des impôts et du budget qui prennent part à ce séminaire de formation. Sur place ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec plusieurs diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien s'est entretenu avec les ambassadeurs de la Belgique, de l'Iran, de l'Algérie et de l'Égypte. Il a été question de renforcement de relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays. Ces diplomates souhaitent participer au nom de leur pays au développement de la Côte d'Ivoire. Ces États étrangers représentés dans notre pays s'intéressent notamment au domaine de l'agriculture et de la construction. Le ministre chargé de la Défense au chevet des blessés du village d'Olodio, attaqué hier par des individus armés. Ces individus s'en sont pris, je rappelle, à une position des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Olodio dans le département de Tabou. Il y a eu des morts. Les blessés évacués dans des structures sanitaires spécialisées à Abidjan ont reçu la visite du ministre Paul Kofi Kofi. Hamza Diaby. C'est à une soixantaine de kilomètres de Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que l'attaque a été perpétrée par des individus non identifiés, faisant au total 11 morts, dont 7 des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des blessés évacués à Abidjan. Nous avons reçu 5 blessés au total. Et ils sont actuellement hors de danger. Il y a déjà 3 qui ont suivi déjà leur synthèse. Il y a eu qui a eu un hémopéritoine qu'on a déjà opéré. Il est en réa. Et il y a 2 autres qui sont déjà en salle de réveil. Et les 2 autres suivront tout à l'heure pour leur ostéosynthèse au bloc opératoire. Okay. Sinon, les patients, les blessés sont hors d'état de danger. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu ce jeudi au chevet des blessés. Lorsqu'il y a les événements, j'ai informé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui suit ça de près, ici avec le Premier ministre ici. Et donc, je me devais de venir constater l'état de nos blessés qui sont arrivés donc depuis hier. Et comme l'a dit le médecin, le pronostic vital n'est pas, j'allais dire, engagé. Donc, ils se portent de mieux en mieux. Et nous sommes sûrs qu'ils sortiront, n'est-ce pas, rétablis. Paul Kofi Kofi a saisi l'occasion pour féliciter les personnels déployés sur le terrain pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi et les a encouragés à poursuivre sans relâche le travail à eux confié par l'État de Côte d'Ivoire. On en arrive à l'un des titres de cette édition. Le certificat médical ne sera plus exigé pour la poursuite des auteurs de violences contre les femmes en Côte d'Ivoire. L'obstacle a été levé et c'est une décision des ministres Anne-Désiré Ouloto et Koulibaly Nyenema, la ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le ministre de la Justice ont eu une séance de travail aujourd'hui. C'était en présence de notre reporter Michel Digré. L'information devrait faire réfléchir par 4 fois avant de poser un acte de violence contre les femmes en Côte d'Ivoire, et c'est le ministre Anne-Désiré Ouloto qui l'a livré à la presse. Je voudrais dire aux femmes et à toutes ces populations qui sont souvent victimes donc, de violences physiques, mais en particulier de viols, que nous avons découvert que le ministre lui-même avait déjà pris des dispositions afin que le certificat médical ne constitue plus un obstacle donc, à l'engagement de la poursuite, n'est-ce pas, à l'endroit donc de ces auteurs-là. Une copie de cette note circulaire du ministère de la Justice a été remise à la ministre Anne-Désiré Ouloto. Cette plateforme de collaboration entre les 2 ministères sera intensifiée pour garantir de façon plus efficace les droits des familles, femmes et enfants en difficulté. Nous sommes engagés à instruire nos collaborateurs à faire en sorte qu'il y ait le moins de complaisance possible et plus de rigueur
dans la sanction, surtout des faits où l'on souvent constate que ce sont des enfants qui sont victimes de viols. Dans de telles circonstances ou d'attentats à la pudeur, dans de telles circonstances, nous allons inviter les magistrats à faire en sorte que la répression soit exemplaire pour que cela serve de découragement à tous ceux qui seraient tentés à attenter à l'intégrité physique des jeunes filles et des gens de manière générale. Cette rencontre entre les ministres Anne-Désiré Ouloto et Mamadou Nyinema Koulibaly s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre lancés par le gouvernement la semaine dernière. La question du genre, débattue aussi au 44e assise de l'Union internationale de la presse francophone à Lomé, au Togo. Le thème de cette rencontre, la place des femmes dans les médias francophones. Les participants ont tenté de répondre à plusieurs questions. Quel pouvoir médiatique au féminin? Quelle influence éditoriale des femmes? Quelle est l'image de la femme véhiculée par les médias? Élément de réponse avec Chantal et Ouma Kandan. Près de 300 journalistes à l'hôtel Sarakawa, à Lomé, au Togo, au bord de l'océan Atlantique. Sujet, la place et l'image des femmes dans les médias francophones. Du 25 au 29 novembre 2015, les spécialistes de la communication ont planché sur les réalités quotidiennes de la femme dans les médias. La problématique de la femme est importante. La femme est souvent victime, toujours victime, on doit dire, dans nos sociétés. Et il faudrait que cette anomalie, cette injustice soit corrigée et les médias doivent participer à cela. Pour les participants, il faut adopter une approche quantitative et qualitative. Cela se décline en termes de formation, de recyclage et de renforcement de capacités managériales des femmes. Et si les médias eux-mêmes combattent les stéréotypes et les préjugés qui sont accolés aux femmes et qu'ils changent leur regard, qu'ils changent leur discours, ils pourront vraiment faire changer les choses au sein de la société. J'espère que les décisions qui ont été prises à la fin, qu'on va pouvoir les constater dans nos rédactions et que les femmes auront vraiment leur place. Ce rendez-vous mondial des journalistes de la presse francophone à coloration féminine a été rythmé par 3 ateliers et plusieurs tables rondes. Entre autres, journalistes ou femmes journalistes dans les zones de crise et femmes journalistes de l'espace francophone, avancées et obstacles à l'égalité. Il y a 2 sortes d'obstacles. Des obstacles subjectifs, quand une femme se dit je ne peux pas continuer ma carrière ou monter plus haut dans l'échelle de la rédaction parce que j'ai des obligations familiales. Et il y a aussi malheureusement des contraintes objectives où une femme n'est même pas considérée en tant que candidate à une progression professionnelle parce que c'est une femme. Les participantes comptent se battre pour trouver des solutions pratiques contre les préjugés à l'égard des femmes, trop souvent reléguées au second rang. Que l'on voit davantage de femmes prendre confiance en elles-mêmes, ça commence par là, et qu'elles amènent également les responsables à pouvoir leur faire confiance, et que lorsque c'est fait, eh bien qu'elles travaillent à mériter cette confiance-là. Des voies et moyens pour relever les défis y ont été également proposés. Qu'on veille à ce que de façon scrupuleuse, les médias ne se font pas, et les professionnels des médias, à traduire des clichés sexistes. Que les professionnels tiennent compte de l'importance d'un traitement équitable de toutes les couches de la société. Ces assises se sont refermées avec une note d'espoir pour les participants. Rendez-vous est pris en novembre 2016 à Antananarive, à Madagascar, où l'Union internationale de la presse francophone s'intéressera à la viabilité économique des entreprises de presse. Avant donc ce rendez-vous, parlons du 2e salon des TIC dénommé Africa Web Festival qui a ouvert ses portes aujourd'hui ici à Abidjan. L'enjeu de ce festival, faire de la capitale économique ivoirienne la destination du numérique. Pendant 3 jours donc, les jeunes d'ici et d'ailleurs vont échanger sur le web. Ils vont parler emploi et opportunités d'affaires. Eric Goré, Konaté Moussa. Faire de la ville d'Abidjan la destination numérique de l'Afrique paraît presque réussi.
puisque Africa Web Festival est à sa 2e édition et les participants sont venus de l'Afrique, de la Belgique, du Canada, de la France et des chefs d'entreprise de la Colombie. Beaucoup de jeunes à ce rendez-vous. La présence de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, marquée par un plateau avec l'animatrice de l'émission C'est Midi. Caroline Da Silva pose des questions sur l'importance des TIC et si ce secteur est vraiment pourvoyeur d'emplois. Vous pouvez faire payer à distance des débiteurs, comme c'est le cas aujourd'hui pour les grands facturiers. La grosse progression du mobile money. Transport, ville et énergie intelligente au service du développement. Thème de cette rencontre du numérique. Un thème pour montrer l'étendue de cet outil plein d'innovation. Pour notre part, il s'agit vraiment d'appliquer la vision de M. le ministre des Transports en matière de modernisation des systèmes de transport avec l'utilisation à outrance des technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, l'ensemble des documents de transport en Côte d'Ivoire sont gérés par une plateforme unique au niveau d'une base de données unique avec un système de gestion en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Africa Web Festival, ce sont aussi des tables rondes, des conférences et des stands. Le numérique doit être au cœur des activités. Alors nous, notre mission, sinon notre leitmotiv, c'est de faire de l'administration publique une administration numérique et efficace. L'éthique touche tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie. Il n'y a pas un seul pan de notre vie sociale, politique, économique, sociale qui ne soit pas touché par l'éthique. Africa Web Festival, l'espace numérique de l'Afrique. Pendant 3 jours, jeunes d'ici et d'ailleurs et chefs d'entreprise vont donc échanger sur le web pour parler emploi et opportunités d'affaires. Intéressons-nous à Archibat 2015, le Salon international de l'architecture et du bâtiment qui se tient maintenant depuis 3 jours. Le salon est l'occasion pour les différentes entreprises de lancer de nouveaux produits et surtout de faire découvrir les dernières innovations aux visiteurs qui restent tout simplement impressionnés, nous explique Sidonie Davila. 20 000 visiteurs et 300 exposants présents à la 5e édition d'Archibat, c'est l'effervescence, l'occasion de dévoiler les dernières innovations. L'Américain Otis, bien connu du marché des ascenseurs dans le monde, présente également son lot d'innovations. Une parmi tant d'autres, Gen 2 Switch de son nom, est le premier ascenseur hybride au monde. C'est le tout dernier de Otis. Bon, cet ascenseur, c'est un ascenseur qui marche avec le 220 volts, la tension du secteur. On commence à l'utiliser de 2 à 6 niveaux et les charges de 320 à 630 kg, c'est-à-dire 8 personnes. En cas de coupure de courant, cet ascenseur continue à fonctionner. Il peut faire 50 allers-retours sans s'arrêter. Face au changement climatique et au moment où l'on parle de la COP21, les ansouristes ont également travaillé à réduire la consommation énergétique. La particularité de cet ascenseur, c'est que c'est un ascenseur qui marche avec le 220 volts, pas avec le triphasé. Donc cet ascenseur, il est très bénéfique en termes d'énergie, car il consomme moins qu'un micro-ondes, qu'un four électrique, qu'un sèche-cheveux. De passage, les personnes admiratives passent de simples visiteurs à celui de prospects potentiels. C'est plus accessible correctement. Même des personnes handicapées peuvent le monter tranquillement. Il faut donner l'autonomie et l'accès à toutes choses. Et c'est cette autonomie que nous recherchons. Je n'ai pas encore essayé, mais du coup, j'entends parler de ça. Donc, ça ferait vraiment plaisir si on en trouve ça partout en Côte d'Ivoire. Ici, au salon d'Archibat, moment privilégié pour développer des affaires, des compagnies privées et publiques mettent en avant des projets de taille. Mixta Africa, un groupe panafricain qui est présent dans plusieurs pays du continent et qui vient cette année de s'installer en Côte d'Ivoire. Notre premier projet, c'est le projet de développement de l'Ivoire Golf Club en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un PPP pour la construction d'un hôtel de 5 étoiles, la rénovation du parcours et la construction d'un complexe résidentiel au sein de l'Ivoire Golf Club pour en faire un golf resort comme on trouve actuellement partout dans le monde. Débuté le 1er décembre, Archibat, Salon international de l'architecture et du bâtiment, prendra fin le 5 prochain. Dans un contexte concurrentiel, 300 exposants présents luttent pour arracher des parts de marché, espérant la rentabilité.
La nouvelle est tombée hier. Après des années de lutte contre la poliomyélite, la Côte d'Ivoire est déclarée libérée de cette maladie. Le pays a été certifié sans polio par l'OMS, un succès remporté grâce à la collaboration du gouvernement ivoirien avec ses partenaires tels l'UNICEF et l'OMS. Le reportage de Kadi Fadiga Fofana. 4 ans sans polio en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient donc en ce 2 décembre 2015 d'être certifiée sans polio par l'OMS. Mais avant cette certification, campagne de sensibilisation et journée nationale de vaccination se sont succédées au fil des ans. Un processus de surveillance renforcé d'une durée de 3 ans, au cours duquel aucun cas de polio causé par le virus sauvage n'a été enregistré. La détermination dans la lutte contre la polio a donc payé. Maintenant, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est libre de polio. Elle a obtenu la certification sans polio. Mais cela ne veut pas dire que la polio est éradiquée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International, le CDC Atlanta, en un mot, tous les partenaires vont poursuivre la vaccination des enfants afin que le mur d'immunité reste haut pour empêcher qu'un virus de la polio ayant échappé à la détection ne provoque une brusque flambée épidémique. Maintenant que la maladie n'existe plus, nous allons donc maintenant de façon progressive sortir le polio oral et utiliser le polio injectable parce que nous ne sommes plus en période d'épidémie. Alors, la vigilance est donc toujours de mise pour éviter qu'un cas de polio ne se glisse entre les mailles du filet. La brigade spéciale des douanes a procédé il y a quelques jours à la saisie de marchandises frauduleuses. Il s'agit d'huile végétale destinée à être vendue sur le territoire burkinabé. Sur 20 conteneurs, 2 ont été saisis. Le reste est introuvable. Commentaire Kadi Fadiga Fofana. De l'huile végétale frauduleuse saisie par la brigade spéciale des douanes. Ce sont 2 conteneurs contenant des bidons de 20 litres d'huile végétale en provenance de la Malaisie avec comme destination finale le Burkina Faso. Ces huiles végétales ont été déversées sur le territoire ivoirien en violation des règles régissant le transit et les fraudeurs ont su tromper la vigilance des forces de l'ordre. Sur la déclaration, il y a 20 conteneurs. Ces 20 conteneurs contiennent 21 500 bidons d'huile végétale. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'ils ont trompé presque toute la vigilance des forces de l'ordre. Il y a une plaque d'immatriculation ivoirienne qui est là. Ce n'est pas la plaque même du véhicule en question. Voilà la plaque du véhicule. C'est un véhicule burkinabé. Et les gens ont enlevé cette plaque-là pour mettre la plaque ivoirienne. Seulement 2 sur les 20 conteneurs de marchandises frauduleuses ont été saisis. Nous ne savons pas aujourd'hui où se trouvent les 18 conteneurs. Est-ce qu'effectivement les 18 conteneurs sont sortis du pays ou bien ils ont déversé ça ici? Vraiment, nous poursuivons toujours notre enquête. On va essayer de déceler tout cela. On ira jusqu'à la frontière. J'ai envoyé une équipe à la frontière pour voir réellement si ces 18 conteneurs-là sont sortis ou pas. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment retrouver les traces de ces 18 conteneurs. La traque se poursuit donc pour retrouver les contrebandiers et pour entrer en possession de leurs marchandises, ceux-ci devront s'acquitter d'une amende de 41 millions de francs CFA. Le Comité national de télédétection et d'information géographique vient de mettre à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un système. Il s'agit d'un outil de planification et de gestion. Découvrons cela avec Grace Kando. La carte universitaire servira de boussole pour une meilleure gestion des biens d'équipement des établissements du ministère. Une semaine après la présentation de la carte universitaire aux différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce jeudi, la validation de cet outil. Si vous n'avez pas de boussole, si vous n'avez pas de vision à long terme, il est difficile. Alors quand vous avez une carte universitaire, ça vous permet de proposer des idées nouvelles et leur mise en œuvre se base sur l'existant pour pouvoir mieux programmer ce que vous désirez faire pour l'avenir. La carte universitaire arrive à point nommé pour nous permettre de pouvoir prendre en compte toutes les spécificités pour l'amélioration de notre système dans sa globalité. La carte universitaire est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG pour le pilotage du système de l'enseignement supérieur. Cette carte va être disponible maintenant sur un site qui sera disponible à tout le monde. C'est en fait d'avoir une vision globale
de l'ensemble du dispositif de l'enseignement supérieur, actuel et à venir, d'avoir un accès direct à une information fiable sur les différentes universités, réparties géographiquement, sur les effectifs, sur les diplômes. Et donc c'est un outil qui va beaucoup aider aussi le ministère à avoir un pilotage et une gouvernance du système. L'élaboration de la carte a duré 6 mois. Elle permettra donc de faire l'état des lieux chaque année de l'enseignement supérieur et la projection des nouveaux bacheliers. La directrice générale du Programme national de cohésion sociale est-elle invitée en début de semaine du déjeuner débat mensuel de l'ONUCI. Elle a présenté la stratégie nationale de cohésion sociale déclarée en 3 axes: la réconciliation des populations, la restauration de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité. Voyons tout cela avec Thomas Kessambi. En répondant à l'invitation de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il est question pour Mariatou Koné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale, d'éclairer l'opinion sur les actions menées par son programme. D'entre-deux jeux, pour professeur Mariatou Koné, l'insécurité est un obstacle réel à la réconciliation nationale. Avant qu'elle ne développe sa stratégie, la stratégie nationale de cohésion sociale bâtie sur 3 axes. La réconciliation des populations dans leurs différences, la restauration de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité humaine. C'est faire en sorte que entre les forces de défense et de sécurité eux-mêmes, c'est-à-dire les différents corps, gendarmerie, police et les militaires, qu'il y ait une entente. Il faut que ça aille, qu'on ait une seule armée Côte d'Ivoire et non une armée à l'image de quelqu'un. Et puis que les populations se reconnaissent dans ces corps habillés et que la population ait confiance en ces personnes et que la population se confie à ces personnes. Cette tribune, professeur Mariatou Koné est la 30e personne à la saisir pour édifier l'opinion sur des questions d'utilité publique. Elle est organisée par l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en collaboration avec Friedrich Ebert Stiftung et le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP. Le groupe Magic System a été honoré le 30 novembre dernier à Paris par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Le groupe a remporté le Grand Prix des musiques du monde de la SACEM. Les 4 magiciens succèdent ainsi à la chanteuse malienne Rokia Traoré, vainqueur de l'édition 2014. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Issa Yeo, est commenté pour vous par Abou Sanogo. Le groupe Zouglou Magic System continue sa marche vers les sommets. Après leur 16e disque d'or glané en 2014 avec l'album Africaine Vôtre, Assalfo, Manadja, Gourdé et Tino viennent de remporter ce lundi au Folies Bergère de Paris le Grand Prix des musiques du monde décerné par la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Les magiciens succèdent ainsi à la chanteuse malienne Rokia Traoré, vainqueur de l'édition 2014. Ce prix fait partie des grands prix que la SACEM octroie chaque année aux artistes dont les mots, les notes, les œuvres ont marqué la création dans tous les répertoires représentés par cette société musicale en France. Pour les membres du groupe Magic System, cette distinction est la juste récompense du travail bien fait. Ce prix que nous recevons, c'est la reconnaissance de tous les professionnels du milieu du showbiz français. Et aussi, c'est le couronnement de tout un travail abattu depuis belle lurette. Nous sommes pris d'émotion et nous recevons ce trophée avec toute humilité. À chaque fois qu'on gagne un prix, ça nous donne encore la force, le courage et de bosser dur. Et on donne rendez-vous à nos fans pour l'année prochaine. On espère qu'on ne va pas les décevoir encore. Inséparables et constants dans le travail, Assalfo, Manadja, Goudé et Tino, issus du quartier d'Anoumabou, dans la commune de Marcory, démontrent qu'après un travail artistique bien fait, vient la récompense. Lorsque l'on comprend que la force de la culture, de l'identité, permet de rapprocher les gens, c'est ça la plus grande victoire de Magic System. C'est pour ça que j'aime ces 4 garçons-là. On est vraiment très fiers, très honorés qu'ils aient reçu ce prix.
de la part de la SACEM. C'est la voix des jeunes, c'est la joie de vivre, c'est la positive attitude et ça je cautionne à fond. C'est les ambassadeurs de plein de gens qui viennent d'Afrique, qui réussissent ailleurs et ça c'est un super message positif. C'est le lieu de rappeler que chaque année depuis 7 ans, à l'issue d'un vote du conseil d'administration, la SACEM récompense des auteurs-réalisateurs, des compositeurs et des éditeurs. Ces prix ont pour vocation de rendre hommage à de grandes carrières et de mettre en lumière des parcours prometteurs. Outre Magic System, plusieurs artistes ont été récompensés dans d'autres catégories. Voilà, bravo donc aux magiciens qui honorent ainsi la Côte d'Ivoire. Retour sur le continent africain au Burkina Faso. Les résultats des législatives ont été livrés hier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le MPP, le parti de Roch Marc Christian Kaboré, vainqueur de la présidentielle, a remporté 55 sièges sur 127. Le parti du nouveau président est donc en tête, mais sans majorité absolue. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne RTI1.